Chers collègues, bonjour. Je m'appelle professeur Michael Fayon, je travaille au CHU de Bordeaux. Nous allons vous parler des lésions pulmonaires précoces de la mucoviscidose. Nous avons préparé ce diaporama avec l'aide du docteur Pauline Gallet qui travaille dans notre service. Quels sont nos liens d'intérêt? Nous réalisons des travaux de recherche pour les laboratoires Gilead et Vertex. Les objectifs pédagogiques sont de mieux connaître les lésions pulmonaires de la mucoviscidose et de comprendre leur processus de développement. Le public concerné par ce diaporama est le personnel médical et paramédical qui souhaite une formation de base, mais aussi une formation plus poussée sur le sujet. Voici le sommaire de cette présentation. D'abord, nous allons parler des lésions pulmonaires typiques, des anomalies de structure et des anomalies fonctionnelles. Ensuite, nous allons parler de la chronologie du développement de ces lésions avant la naissance, à la naissance et aussi après la naissance. Nous allons approfondir un petit peu sur le plan physiopathologique en discutant des liens entre l'infection et l'inflammation. Et ensuite, on parlera des cellules musculaires lisses et son rôle dans l'hyperréactivité bronchique et le remodelage bronchique. Et on terminera par quelques messages clés. Quelles sont les lésions pulmonaires typiques de la mucoviscidose? Lorsqu'on regarde la structure des bronches, que vous voyez en haut à droite, vous voyez que les bronches sont très dilatées, on appelle ça des dilatations des bronches. Étant donné que les sécrétions sont très épaisses, on a également au sein de ces dilatations des bronches des impactions mucoïdes. Donc par rapport à la photo en bas à droite, qui correspond à un poumon normal, vous voyez que ces bronches sont nettement trop visibles et ces lésions sont diffuses et représentent un réservoir de bactéries et de sécrétions qui explique l'atout productif. Lorsqu'on regarde sous un microscope ces lésions, vous voyez qu'il existe au sein de ces impactions mucoïdes beaucoup de cellules, des polynucléaires neutrophiles, des débris cellulaires avec l'ADN polymérique, l'actine, les enzymes, beaucoup de bactéries, des produits de dégradation de ces bactéries et un peu de mucine. Les lésions pulmonaires typiques, donc les dilatations des bronches, peuvent se voir en imagerie et notamment le scanner thoracique. Sur l'image de gauche, vous voyez qu'il existe un gros paquet de dilatation des bronches en postérieur droit par rapport au côté gauche. On observe une forme plus modérée sur la diapositive de droite avec ce qu'on appelle des épaississements bronchiques et des images en bague à chatons caractéristiques des dilatations des bronches. Et on va établir des scores, par exemple le score de Bala, pour quantifier toutes ces lésions. Bien sûr, on ne peut pas faire un scanner très souvent et donc on se fie aux anomalies fonctionnelles, notamment le VEMS, qui est le paramètre fonctionnel le plus validé du point de vue pronostic dans la mucoviscidose. Le déclin et la pente de déclin du VEMS est corrélée à la mortalité dans cette pathologie. Nous disposons actuellement d'autres méthodes pour explorer la fonction pulmonaire, notamment la LCI, qui mesure donc l'inhomogénéité de la ventilation dans la mucoviscidose. Mais je vous renvoie à la présentation du professeur Rex pour vous documenter sur cette technique de LCI. L'atteinte pulmonaire est prévalente dès la première année. À gauche ici, vous voyez toutes les lésions possibles, l'inflammation des voies respiratoires, le mauvais score respiratoire, les dilatations des bronches, l'épaississement bronchique, l'obstruction bronchique, le piégeage, le dysfonctionnement pulmonaire, etc., etc. En fonction de l'âge sur l'axe des X, et chaque cercle correspond à une étude publiée. Et vous voyez que concernant toutes ces lésions, l'installation est très précoce dans la première année. Quel est le processus de développement de ces lésions? Quelle est la chronologie des choses? Il faut savoir que le processus pathologique débute in utero, pendant la grossesse, s'exprime dès la naissance, mais reste souvent asymptomatique au début.
Et on le sait parce qu'on a bien étudié des modèles porcins, mais aussi du tissu humain. Et on a bien analysé la situation en clinique humaine. Donc, qu'est-ce qui se passe avant la naissance? Avant la naissance, il existe une inflammation qui s'installe, d'abord au niveau cellulaire, mais aussi au niveau des médiateurs. Je vous cite cet exemple. Au niveau trachéal, vous voyez qu'il existe au niveau de l'épithélium quelques mastocytes colorés en marron. À gauche, des tissus issus d'un fœtus qui est décédé à 36 semaines. Et vous voyez qu'il existe beaucoup plus de mastocytes. Et sur la courbe d'en bas, on voit en noir que la mucoviscidose en fait comporte beaucoup plus de mastocytes au niveau de la trachée par rapport aux témoins. Et ceci est vrai également au niveau du parenchyme, au niveau des alvéoles, où cette fois-ci on voit qu'il existe beaucoup de macrophages dans le poumon distal. Et on note également que l'élévation de ces cellules arrive tardivement dans la phase de développement du poumon, et notamment au niveau saculaire, au niveau du stade saculaire et alvéolaire, juste avant la naissance. On vient de voir que l'inflammation cellulaire est augmentée pendant la grossesse dans la mucoviscidose. Il en est de même en ce qui concerne les médiateurs, notamment l'ICAM1 et la cyclooxygénase 2, qui sont augmentés dans la mucoviscidose par rapport aux témoins. L'ICAM1 intervient dans les défenses des bronches contre les agressions, mais est également un médiateur de l'inflammation, tout comme la cyclooxygénase 2 qui produit des médiateurs de l'inflammation à partir de l'acide arachidonique. Donc, en résumé, dans un milieu encore stérile, c'est-à-dire le liquide amniotique avant l'accouchement, où théoriquement il n'existe pas de bactéries, on a déjà un phénomène d'inflammation cellulaire et une augmentation des médiateurs de l'inflammation. Voyons maintenant les anomalies de la structure des voies respiratoires. Et là, on va étudier le modèle porcin transgénique atteint de mucoviscidose. Au niveau de la trachée, vous voyez que le calibre est diminué dans la mucoviscidose par rapport aux témoins, et ceci s'observe également au niveau des branches souches droite et gauche. En fait, dans ce modèle, les voies respiratoires ont un calibre à peu près la moitié du calibre normal. Est-ce que cela se constate chez les êtres humains? La réponse est oui, parce que dans cette étude où on a réalisé des scanners à l'âge de 1,7 ans, on voit que même si la surface des bronches et de la trachée, donc des grosses voies respiratoires, n'est pas diminuée chez les patients qui sont atteints de mucoviscidose, l'aspect circulaire de ces grosses voies respiratoires est réduit par rapport aux témoins. Donc, il existe bel et bien une anomalie de structure des grosses voies respiratoires dans la mucoviscidose. Et autre élément, chez les adultes atteints de mucoviscidose, il existe un taux très élevé de trachéomalacie. La prévalence est de 69%. Il s'agit soit d'une atteinte primaire, donc qui est liée à une anomalie de la formation de la trachée, ou alors une anomalie secondaire où la paroi de la trachée est abîmée par l'inflammation et l'infection chronique. Alors cette trachéomalacie a des conséquences. D'abord, elle est constatée dans 15% des comptes rendus de bronchoscopie chez des patients atteints de mucoviscidose à un âge médian de 15 mois, alors que la malacie n'est présente que chez un patient sur 2100 enfants en dehors de la mucoviscidose. Le fait de constater une trachéomalacie dans la mucoviscidose entraîne des conséquences cliniques, notamment au niveau précocité des infections à Pseudomonas aeruginosa qui survient environ 1,3 ans plus tôt par rapport aux témoins, c'est-à-dire les patients qui ont la mucoviscidose sans trachéomalacie. Et à l'âge de 8 ans, le VEMS est abaissé chez les patients qui ont une trachéomalacie
a baissé d'environ 18%. Par contre, l'incidence des dilatations des bronches n'est pas modifiée. La trachéomalacie dans la mucoviscidose augmente l'incidence de la toux, de la respiration sifflante et donne parfois un stridor. La réponse de cette trachéomalacie au salbutamol et aux corticoïdes est très variable et les bronchodilatateurs courte durée d'action peuvent, dans certains cas, aggraver la situation. Mais la réponse est en général favorable aux antibiotiques. Donc, quelles sont les conséquences de ces anomalies de structure, cette trachéomalacie? Dans le modèle porcin, à la naissance, on voit qu'il existe une distension, une atelectasie, donc c'est des troubles de ventilation, soit du piégeage, soit de non-ventilation de certains lobes. Et on voit ici des sécrétions très épaisses dès la naissance dans les voies respiratoires qui ne sont pas encore dilatées. Et comme cité précédemment, ces voies respiratoires contiennent du mucus qui contient des polynucléaires, des macrophages et des fois, de façon précoce, des bactéries. Il existe également un problème de clairance des sécrétions. Ici, vous voyez toujours dans le modèle porcin des études où on a évalué la migration de microbilles qu'on peut tracer. Et vous voyez donc dans la mucoviscidose qu'il existe une stagnation de ces microbilles, une non-évacuation de ces microbilles par rapport aux témoins. On a essayé également de suivre la mobilité des sécrétions en utilisant des techniques d'immunofluorescence et vous voyez que chez les témoins, le mucus migre facilement vers la périphérie alors que dans la mucoviscidose, il existe une adhésion de ce mucus qui migre difficilement vers la périphérie. En fait, c'est comme si ce mucus reste coincé et n'est pas bien libéré par les glandes qui les sécrètent. Ceci est illustré ici. Vous voyez donc une image d'une bronche. Le mucus stagne et reste adhérent aux canaux et au fond des glandes. Ensuite, ce mucus va s'infecter avec l'arrivée de bactéries. Dans la mucoviscidose, il n'existe pas stricto sensu une anomalie de la mobilité ciliaire, mais de fait, en raison du mucus épais, il existe quand même une atteinte de la mobilité mucociliaire dans son ensemble. L'inflammation et l'infection peuvent être explorées facilement par une fibroscopie qui quand même est un examen invasif et qui nécessite une anesthésie générale. C'est une technique de recherche, mais qui peut être utilisée comme outil clinique dans certaines situations, notamment lorsque le patient ne répond pas à certains traitements. Je vous passe sur les détails techniques concernant la réalisation de ce lavage bronchoalvéolaire. Lorsqu'on réalise un lavage bronchoalvéolaire, en général, on dénombre et on réalise un décompte des cellules. Il existe plusieurs types de cellules, les macrophages, des éosinophiles, des polynucléaires. Dans la mucoviscidose, il existe une nette augmentation des polynucléaires neutrophiles par rapport aux témoins. Vous voyez ici des polynucléaires neutrophiles, là où il y a la flèche, avec ces cellules, par exemple ici, à 4 noyaux. Cette diapo illustre l'augmentation des polynucléaires neutrophiles dans la mucoviscidose. Dans les deux situations, lorsque la culture est négative, donc aucune bactérie n'est identifiée, mais également lorsque la culture est positive. Notez que plus de 50% des patients sans bactéries ont déjà une inflammation à 4 mois de vie et cette inflammation précède l'infection. Notez également que lorsqu'il existe une infection avec une culture positive à différentes bactéries, le pourcentage de polynucléaires neutrophiles est augmenté. C'est comme si l'infection potentialisait l'inflammation qui était déjà présente. Donc nous venons de voir qu'il existe une inflammation latente et précoce dans la mucoviscidose. Qu'en est-il de l'infection? Et vous voyez quelques cas individuels de
porcelets qui ont bénéficié d'une fibroscopie bronchique de façon répétée à 4 à 6 semaines d'intervalle. En situation normale, il existe au moment de la naissance quelques bactéries qui disparaissent au fil du temps. Dans la mucoviscidose, ces porcelets n'arrivent jamais à éradiquer complètement ces bactéries qui sont là juste après la naissance. Dans l'exemple du milieu ici, vous voyez qu'il y a une petite diminution de bactéries et ensuite une réascension du nombre de bactéries. Et dans le troisième cas ici, vous voyez que les bactéries augmentent progressivement avec le temps. Donc le pourcentage de lavage broncho-alvéolaire stérile est beaucoup plus faible dans la mucoviscidose par rapport aux témoins, 40% chez les témoins et environ 10% dans la mucoviscidose. Donc peu après la naissance, le lavage broncho-alvéolaire des porcelets mucaux était moins souvent stérile et avait tendance à contenir plus de bactéries que le LBA des porcelets témoins. Alors quels sont les mécanismes de défense de l'hôte qui sont perturbés dans la mucoviscidose? Il s'agit très certainement d'un déficit de l'activité antimicrobienne endogène, d'un déficit de transport mucociliaire, ainsi qu'un déficit des autres défenses qui, à la fin, augmentent l'inflammation, augmentent le nombre de bactéries et surtout les bactéries développent une adaptation génétique à leur nouvel environnement et tout cela entraîne du remodelage au niveau des bronches. Une des causes qui ont été identifiées de cette absence de bactéricidie est un pH trop acide au niveau du liquide de surface bronchique et lorsqu'on corrige ce défaut d'acidité, on augmente la bactéricidie. Donc en clinique humaine, on sait que très tôt dans la vie, certaines bactéries vont être présentes dans les voies respiratoires des enfants, notamment le Staphylococcus aureus, l'Haemophilus influenzae et le Pseudomonas aeruginosa. Le Staphylococcus aureus va rester prédominant durant longtemps et le Pseudomonas va augmenter en puissance au fur et à mesure que le patient va vieillir. Il existe des techniques microbiologiques qui ne dépendent pas de la culture, notamment l'étude du microbiome en se basant sur l'analyse du gène des bactéries. Et on vous cite une étude ici où on a étudié de façon prospective le microbiome intestinal et respiratoire des enfants. Tout ce qui se situe en dessous de la ligne correspond à une diminution de l'abondance d'une espèce bactérienne au fil du temps et tout ce qui se situe en bleu à droite ici correspond à une augmentation de l'abondance de ces bactéries et on voit qu'il existe un lien entre le microbiome intestinal et respiratoire. On voit également que l'allaitement maternel a une influence majeure sur ce microbiome et notamment sur la proportion de patients qui ont des exacerbations. Il existe une association entre allaitement maternel et diversité microbienne dans les voies respiratoires et intestinales et aussi les exacerbations respiratoires liées à la colonisation par Pseudomonas aeruginosa. On peut prédire la colonisation par Pseudomonas aeruginosa, notamment la colonisation chronique, par une diminution des bactéries du genre Parabacterioides dans le tractus intestinal. Et il existe donc des assemblages spécifiques de bactéries dans l'intestin et ce qui se passe au niveau respiratoire. Donc il y a toujours cette interaction intestinale et respiratoire, y compris dans la mucoviscidose. Donc toute cette inflammation neutrophilique et cette infection pulmonaire chronique va entretenir l'inflammation, l'accumulation des sécrétions, l'infection et engendrer un cercle vicieux qui aboutit à la destruction pulmonaire progressive. Quelle est la traduction clinique sur le plan sémiologique de tout ça? Alors, les signes cliniques ont été bien étudiés en fonction de l'âge et vous voyez que la toux est quasi universelle
Et ensuite arrivent les crépitants, les crachats, les sifflements, l'hypocratisme digital. On sait que l'association tout chronique, expectoration et crépitant est péjorative et est liée à une baisse de VEMS. La signification de la présence de sifflement est moins bien connue dans la mucoviscidose. L'incidence est, selon les études, entre 40-50% et dans notre étude, 73% pour au moins un épisode et 41% pour au moins 3 épisodes. Les crépitants donc représentent un facteur pronostic péjoratif. Les sifflements sont fréquents. Les sifflements ne sont pas synonymes d'asthme classique. Il existe certainement un rôle des anomalies structurales des voies respiratoires, mais il existe également une hyperactivité bronchique liée à un dysfonctionnement des cellules musculaires lisses dans la mucoviscidose, et ceci est différent de l'asthme. Donc, l'hyperactivité bronchique est liée à la contraction excessive et surtout la vitesse de contraction excessive des cellules musculaires lisses. Le remodelage bronchique est lié à l'épaississement du muscle lisse bronchique, mais aussi à d'autres facteurs, notamment l'épaississement de la membrane basale, l'hypertrophie des glandes, etc. La cellule musculaire lisse a un rôle très particulier dans la mucoviscidose. Sa contraction dépend de la quantité de calcium en intracellulaire, et ce calcium va pénétrer dans le cytosol soit en venant de l'extérieur de la cellule, soit en étant sécrété par les formes de stockage intracellulaire, notamment au niveau du réticulum sarcoplasmique que vous voyez ici. L'augmentation de calcium va entraîner la contraction, et on sait maintenant que dans la mucoviscidose, il existe du CFTR au niveau du réticulum sarcoplasmique, et c'est ce fait-là qui explique pourquoi il existe une hyperactivité bronchique dans la mucoviscidose. Le CFTR est présent dans les cellules musculaires lisses des voies respiratoires et se localise principalement dans le réticulum sarcoplasmique, et la perte de CFTR entraîne des anomalies fonctionnelles dans la physiologie du muscle lisse. Il s'agit d'une perte primaire et non à des conséquences secondaires. En résumé, les bronchodilatateurs de courte durée d'action, par exemple le salbutamol, a un effet un peu aléatoire dans la mucoviscidose, et il faut trouver d'autres agents, et notamment les modulateurs du CFTR, pour moduler cette réactivité bronchique. Donc, les cellules musculaires lisses participent également au remodelage bronchique, et lorsqu'on évalue la quantité de muscles lisses bronchiques dans la paroi bronchique, on voit que cela est augmenté dans l'asthme par rapport aux témoins, mais c'est également augmenté à un degré moindre dans la mucoviscidose et dans les dilatations des bronches non mucaux. Donc, quels sont les messages clés de ma présentation? Premièrement, l'atteinte pulmonaire est précoce et survient dès la période prénatale in utero. Il existe de l'inflammation cellulaire, de l'inflammation au niveau des médiateurs, liée à la baisse de fonctionnement du CFTR. Le mucus a du mal à se détacher du fond des glandes, et il existe une anomalie au niveau du liquide de surface avec un pH trop faible et une diminution de la bactéricidie. Justement, les infections virales et bactériennes potentialisent l'inflammation, ce qui détruit davantage de poumons. Troisièmement, chez ces enfants très jeunes, souvent âgés de moins de 3 mois, les manifestations respiratoires sont silencieuses, et lorsqu'elles sont présentes, elles sont très variées. Et enfin, il faut savoir que les cellules musculaires lisses des patients qui ont la mucoviscidose ont un fonctionnement différent par rapport à l'asthme. Je vous remercie de votre attention.